Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Bonjour à tous les Wissiders et aussi aux, aux fervents défenseurs du projet MyEasyFarm. Merci d'être là. L'idée de ce live, du coup, c'était d'inviter François Thirard, qui est le dirigeant de MyEasyFarm, pour présenter la société, la startup, voir où ils en sont et pourquoi ils font une levée sur WeSeed aujourd'hui et comment vous pouvez y participer. Donc je me présente, moi je suis Thibaut Rouquayrol, je suis responsable des investissements chez WeSeed. Et du coup, vous avez François ici présent, qui est le CEO fondateur de MyEasyFarm. Donc comment va se dérouler cette présentation? L'idée, c'est que dans un premier temps, je laisse François se présenter et présenter MyEasyFarm pour que vous ayez dans les grandes lignes le déroulement du projet. Et dans un second temps, on pourra prendre vos questions, répondre à toutes vos questions. C'est aussi le but de ces lives-là, c'est de pouvoir échanger euh, en direct avec vous. Donc vous pourrez les écrire dans le chat et puis j'essaierai d'y répondre si c'est des questions concernant le process chez WeSeed et je laisserai François quand c'est des questions qui, euh, qui sont relatives à MyEasyFarm. François, je te laisse la parole. Bien, bonsoir à tous. Merci pour votre intérêt pour MyEasyFarm. Alors, je suis François Terrin, donc je suis le fondateur de MyEasyFarm. Je partageais mon écran. Voilà. Donc, je pense que tu vois bien mon écran, Thibaut, c'est Euh, bon? oui, tu peux peut-être juste Parfait. le mettre en mode présentation pour Ouais, le. je vais peut-être pas partager tous les slides, donc ce sera peut-être plus simple Ok, comme ça quand même. d'accord. Ok, très bien. Je suis le fondateur de MyEasyFarm. MyEasyFarm, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant un peu plus de 7 ans. 7 ans, je suis ingénieur à arrêt métier et j'ai travaillé toute ma carrière dans le domaine de l'informatique. Je travaillais à l'époque dans une grande société qui s'appelle Oracle, dans les sujets de l'industrie 4.0, mais je suis également issu d'une famille de fabricants de matériel agricole. Mon grand-père, mon père et mon frère étaient fabricants de matériel agricole et en parlant avec mon frère, c'était il y a 8 ans de ça, sur qu'est-ce que c'était que l'agriculture 4.0, donc l'utilisation des données numériques en agriculture, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand retard dans le domaine et c'est ça qui m'a donné l'idée de fonder MyEasyFarm. Et donc, on a développé graduellement, on est passé de ce qu'on appelle l'agriculture de précision, c'est-à-dire l'utilisation des données numériques jusqu'au matériel agricole, à des sujets d'agriculture bas carbone, puis plus récemment encore des sujets d'agriculture régénératrice. Et je vais vous expliquer tout ça en quelques minutes. Si on prend l'exemple de ce groupe agro-industriel que vous reconnaissez tous, euh, bah, tous ces groupes agro-industriels sont confrontés à plusieurs choses, ils sont confrontés aux engagements qu'ils ont pris par rapport à leur réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est souvent les engagements SBTI. Ils sont confrontés maintenant à la directive CSRD européenne. Ils vont devoir donc sortir de plus en plus dans le détail de la manière dont réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ils sont même confrontés à la pression de leurs clients. Leurs clients, c'est des gens comme Carrefour, des gens comme les supermarchés, voire même les consommateurs, qui leur demandent d'expliquer quelle est leur trajectoire pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et pour travailler sur la partie biodiversité et autres. Donc, c'est le cas, par exemple, je prends l'exemple de Carrefour à dessein, puisque Carrefour a écrit au top 100 de ses fabricants, ses fournisseurs, pour leur dire si vous n'êtes pas capable de montrer comment vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2026, c'est demain matin, mais on va vous déréférencer, on travaillera avec vos concurrents. Et donc, c'est pour ça qu'on voit fleurir partout le sujet de l'agriculture régénératrice ou régénérative, etc. Je vous ai mis là juste quelques logos de grands groupes agro-industriels. Et l'agriculture régénératrice, c'est d'abord le CO2, parce que le CO2, il faut savoir que l'agriculture, c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est quelque chose de très important. Mais c'est aussi un puits naturel potentiel de carbone si les agriculteurs changeaient leurs pratiques. Mais il y a également le sujet de la santé des sols. Pourquoi la santé des sols? Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 50% des sols qui sont dégradés du fait de l'exploitation intensive. C'est le sujet de la biodiversité également, puisqu'on a perdu 75% de la biodiversité en une génération, c'est-à-dire en une trentaine d'années, principalement à cause de l'agriculture. Il y a un sujet qui commence à arriver également, qui est l'utilisation de l'eau.
C'est que l'agriculture, c'est le premier utilisateur d'eau. Et donc, comme l'eau va se raréfier, peut-être pas en ce moment, mais va se raréfier très probablement dans les années qui viennent, mais c'est un sujet qui va devenir de plus en plus important. Donc, tous ces quatre sujets recouvrent ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. Et donc, les groupes agro-industriels, ils sont intéressés à faire évoluer les agriculteurs pour qu'ils soient un peu plus dans une agriculture plus durable, pour répondre notamment à leurs contraintes CSRD, SBTI et autres. Et donc, pour faire ça, ils sont prêts à payer des primes aux agriculteurs qui sont capables de changer leurs pratiques, c'est-à-dire réduire le travail du sol, réduire l'utilisation de l'engrais minéral et le remplacer par de l'engrais organique, mettre en place des des cultures intermédiaires, etc. Donc, il y a tout un tas de leviers techniques qui sont bien connus maintenant, qui ont été bien documentés par des instituts techniques comme l'INRAE, etc. Simplement, les groupes agro-industriels sont prêts à donner de l'argent aux agriculteurs à partir du moment où les agriculteurs sont capables de prouver qu'ils ont véritablement fait ces changements de pratique. Et donc, nous, chez MaisyFarm, on a développé une plateforme qui permet de collecter les données des agriculteurs. Et je vais vous expliquer en deux mots ensuite comment. Donc, de collecter les données des agriculteurs et puis de remonter toutes ces informations jusqu'au groupe agro-industriel pour prouver au groupe agro-industriel que l'agriculteur a bien changé ses pratiques et donc qu'il est redevable d'une prime, ce qu'on appelle une prime filière sur une culture donnée ou un crédit carbone si c'est sur l'ensemble de l'exploitation agricole. Donc tout ça, ça passe par les données des agriculteurs. C'est la base de tout. Et puis ensuite, à partir de ces données-là, on est capable de sortir, je passe très rapidement, on est capable de suivre les changements de pratique de l'agriculteur, de calculer par exemple des émissions de gaz à effet de serre, enfin la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou du stockage de plus de carbone dans le sol. Et puis, c'est toutes ces informations-là au niveau de l'exploitation agricole, on est ensuite capable de les agréger au niveau d'une coopérative agricole ou d'un agro-industriel et de suivre un certain nombre d'indicateurs. Là, tous les petits points verts qu'on voit ici, c'est des exploitations agricoles. Donc, ça permet de suivre au niveau de l'agro-industriel comment ça avance tout ça. Donc, nos clients, nos utilisateurs finaux, c'est des agriculteurs, mais nos clients, c'est les coopératives agricoles ou des groupes agro-industriels. Je reviendrai dessus avec quelques exemples. Euh, Notre gros différenciateur sur le marché, c'est qu'on est capable, nous, depuis le début, d'utiliser tout un tas de données numériques. Ça va du satellite aux stations météo, à des données du sol, aux données des matériels agricoles, notamment, parce qu'on est certifié ISOBUS. Donc, on est également connecté avec des logiciels de gestion parcellaire. Donc, on est capable d'agréger toutes ces informations-là dans la plateforme. Et ça nous permet donc, à la différence d'autres solutions qui utilisent uniquement que des données déclaratives, ça nous permet de sortir des indicateurs fiables et vérifiables. Je prends un exemple, un agriculteur aujourd'hui sait très bien que l'utilisation d'engrais minéral, c'est pas bon entre guillemets pour la planète. Donc s'il met 5 tonnes dans une parcelle, il va avoir tendance à déclarer 3 tonnes. Nous, on va être capable de remonter les données de son matériel agricole et de dire c'est 4,9. Et donc, ça donne de la fiabilité au niveau de l'agro-industriel, au niveau de la coopérative ou de l'acheteur du crédit carbone. Voilà. Euh, Très rapidement, donc MaisyFarm aujourd'hui, c'est 26 personnes. 26 personnes avec 6 nationalités. Je crois qu'on est même passé à 7 nationalités aujourd'hui. C'est une entreprise à mission. On est sur le point de lancer notre certification B Corp. On fait notre bilan carbone depuis 2022, tous les ans. C'est une société qui est développée également à l'international, hein. On a des bureaux en Italie, on a une filiale au Brésil, on a un bureau également aux Pays-Bas et on est en train d'ouvrir là cette année un bureau en Allemagne. Donc on se développe beaucoup à l'international. On a plus de 10 000 agriculteurs qui utilisent notre plateforme. On fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et juste pour vous donner un indicateur, uniquement en France, sur le label bas carbone grande culture, notre solution a permis d'éviter 220 000 tonnes de CO2. Donc, bien sûr, ce n'est pas nous qui faisons ce genre de choses, c'est les agriculteurs, mais ils utilisent notre plateforme pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc, vous l'avez compris, on travaille sur 3 sujets chez MaisyFarm. On travaille sur l'agriculture régénératrice, donc qui touche les 4 pendants dont j'ai parlé tout à l'heure. On travaille sur l'agriculture bas carbone. Donc l'agriculture bas carbone, c'est juste un bout de l'agriculture régénératrice.
Et ça s'adresse bien sûr aux agriculteurs, mais ça permet à des sociétés de compenser leurs émissions de gaz résiduelles. Par exemple, Air France peut acheter des crédits carbone à un agriculteur à partir du moment où ils sont certifiés. Donc notre solution Maïsi Carbone permet de faire ce genre de choses. Et puis, pour information, on a toujours en agriculture de précision, qui est le sujet sur lequel on a commencé, on a toujours, je crois, plus de 1500 agriculteurs qui utilisent la solution. Solution, et donc pour tous ces trois solutions, donc qu'est-ce qu'on vend? Nous, on vend des abonnements annuels aux agro-industriels, aux coopératives et bien sûr aux agriculteurs. Voilà ce qu'on fait très rapidement. Euh, Quelques exemples en agriculture régénératrice. Je vous ai mis quelques noms. Alors, je ne peux pas citer cette société-là, mais vous avez reconnu le logo, je pense. On travaille avec eux. On peut travailler avec eux sur des projets au niveau international. On travaille avec, en France avec Saint-Louis Sucre, Cristal Union, qui sont deux grosses coopératives dans le domaine du sucre. On travaille avec le groupe Mars au niveau européen, avec Givaudan, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui travaille dans le domaine des plantes à parfum. On travaille avec PepsiCo au Brésil, avec Danone, avec Christian Dior à nouveau sur des plantes à parfum, avec Andros sur les fruits, avec Danone sur le lait. On commence à travailler également avec Unilever. Donc, vous voyez le type de client qu'on a pu signer dans l'année 2024, puisque les dernières, le tout premier client en 2023, on l'a signé en 2023, c'est cette société qui a d'ailleurs re-signé pour beaucoup plus d'utilisateurs pour l'année 2025. On travaille en direct, on travaille surtout avec des partenaires qui, eux, viennent faire toute la partie consulting, la mise en œuvre de quels indicateurs doivent être utilisés par les agro-industriels. Et puis nous, on amène la plateforme avec des gens comme Biosphère, avec des gens comme EcoAct, Pure Projet, Delaware, etc. Donc on est très complémentaires avec ces gens-là. Je vous ai mis quelques exemples ici, par exemple le projet Saint-Louis-Suc qui a démarré l'année dernière, qui avait démarré l'année dernière avec 60 exploitations agricoles en France, qui passe en 2025 à 250 exploitations. Et puis, c'est uniquement ça, uniquement sur la France. Et Saint-Louis-Sucre, ça fait partie de Südzucker, qui est le plus gros sucrier européen. Et donc, on a de bonnes chances d'étendre notre projet également en Allemagne sur l'année 2025. Un autre exemple avec le groupe Mars dont je parlais tout à l'heure, qui a démarré en Pologne pour l'instant uniquement, mais qui devrait s'étendre dans d'autres pays européens. Bon, je ne vais pas le repasser 15 fois celui-là, mais euh, ce producteur de bière néerlandais, donc là on travaille avec 30 fournisseurs internationaux et 300 fermes. Donc, ce serait vraiment un projet très international. Celui est dans le domaine de l'agriculture bas carbone. Comme je disais, nous, on travaille avec pas mal de sociétés. En France, bien sûr, parce qu'on a commencé avec le label bas carbone, mais on travaille également maintenant sur des projets internationaux, donc comme le projet avec Minerva Foods au Brésil, comme le projet avec Anthesis en Afrique du Sud. Donc, on travaille vraiment sur beaucoup de pays, notamment à travers le standard Vera, qui est le standard international le plus utilisé. Et on va probablement lancer très prochainement un projet que je ne peux pas encore révéler autour d'un autre standard qui s'appelle le Gold Standard. Un exemple relativement important, et je pense que ça, c'est probablement le projet qui est le plus avancé en France, voire même en Europe. Avec Cristal Union, on a été capable de collecter les données de 8000 exploitations, donc de l'ensemble des exploitations agricoles qui travaillent avec Cristal Union sur la production de betteraves, sur 150 000 hectares. Donc on a été capable de regrouper toutes ces informations-là. Je vais peut-être juste zoomer un tout petit peu pour vous montrer, mais effectivement, oui, on travaille sur 150 000 hectares, 8100 exploitations agricoles, et ça permet, en regroupant toutes ces informations-là au niveau de la coopérative, de comprendre pour une année donnée quels sont les types d'émissions qui sont émises par les agriculteurs, ce qu'on appelle le scope 3. Hein. Il y a le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Donc là, c'est la partie scope 3. Et ça permet surtout, année par année, de suivre les réductions des émissions de gaz à effet de serre des agriculteurs qui travaillent avec Cristal Union. Et ça permet donc à Cristal Union de prouver que leurs engagements qu'ils ont pris au niveau de SBTI, que donc ils sont bien en train de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, non seulement dans leurs usines de production du sucre, de l'alcool, etc., dans les sucreries, mais également au niveau des exploitations agricoles.
Pour information, hein, le scope 3, ça représente 70% des émissions d'un groupe comme Cristal Union. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. Un autre exemple de projet au Brésil, donc là, c'est le projet avec la société Minerva Food. Minerva Food, c'est le deuxième plus gros exportateur de viande du Brésil. Ils ont une filiale qui s'appelle MyCarbone, qui génère des crédits carbone pour compenser les émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage. Et donc, ils utilisent donc notre solution MyEasy Carbone pour justement générer des crédits carbone qui vont venir compenser ces émissions de gaz à effet de serre. Un autre exemple, donc j'aurais beaucoup d'exemples comme ça que j'aurais pu vous montrer, mais je ne vais pas les passer ici. Pour mémoire, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a plus de 1500 agriculteurs qui utilisent en direct cette fois-ci notre solution d'agriculture de précision. On a commencé à travailler, par exemple, dans le domaine de la viticulture, etc. On est connecté avec toutes les plateformes des matériels agricoles. Donc, beaucoup de sujets qui évoluent également. Mais la principale croissance, si on regarde les trois sujets de l'agriculture de précision, l'agriculture bas carbone et l'agriculture régénératrice, la principale croissance dans le futur va venir de l'agriculture régénératrice. Pour mémoire, donc on travaille également sur les sujets de l'intelligence artificielle. On va sortir notre première solution en 2025 sur de l'intelligence artificielle. On a été reconnu de nombreuses fois depuis qu'on a monté la société, mais je voudrais juste parler de EIT Food. EIT Food, c'est le plus gros accélérateur AgTech, FoodTech au niveau européen. C'est financé par la Commission européenne. Et en 2024, on a été reconnu comme l'une des 14 Rising Food Stars, c'est-à-dire l'une des 14 startups qui vont croître sur les 3 prochaines années. Et donc, on est accompagné pendant 3 ans par EIT Food pour se développer notamment à l'international. Donc, ça, c'est quelque chose de très important pour nous. On a une équipe, comme je disais auparavant, très, très motivée. Donc, là, quelques images de l'équipe. Vous voyez qu'on fait des événements, on travaille beaucoup et vraiment l'équipe est très motivée. J'ai parlé du RSE tout à l'heure, donc la partie rapport de mission, Bicorp, etc. Je ne m'étends pas là-dessus. Notre ambition, c'est de devenir la plateforme de référence pour tout ce qui est suivi des émissions de gaz à effet de serre et d'agriculture régénératrice, et donc de pouvoir se développer beaucoup au niveau de l'international. C'est pour ça qu'on cherche à lever des fonds. On a levé des fonds très rapidement en 2024, on a levé 840 000 euros très précisément. Donc avec de nouveaux investisseurs comme Impact Business Angel, comme Delaware, comme AgriFood Tech Venture. Ça, c'était au mois de décembre. C'est un fonds allemand qui est notamment détenu par BOA, qui est la plus grosse coopérative européenne. Donc on a levé donc, au total 840 000 euros l'année dernière et on espère lever avec vous entre 200 et 350 000 euros d'ici à fin février. Ce sera le dernier tour de seed puisqu'on a prévu ensuite de faire une levée Serie A sur la deuxième partie de l'année 2025. Je précise que le prix de l'action sur l'année 2024, que ce soit la tranche 1 jusqu'à la tranche 5 dont on parle actuellement, est basé sur le même prix de l'action de 29,86 €. Voilà. On fait bien sûr des financements non dilutifs. On a des prêts de la BPI, de nos banques. On fait de l'assurance prospection. On vient d'être reconnu comme une des sociétés France 2030 Export, ce qui nous permet d'obtenir des financements. On a des subventions qui sont en cours de dépôt, etc., etc. Donc, je ne vais pas beaucoup dans le détail là-dessus. En 2024, on a fait un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires sur l'année 2024. Et notre objectif sur l'année 2025, c'est de passer de un peu plus d'1 million à 1,6 million, entre 1,6 million et 1,7 million de chiffre d'affaires. Et cette croissance viendra notamment de notre développement international et du fait que les projets qu'on a déjà signés, qu'on a mis en place, sont en train de grossir en termes d'agriculteurs et que bien sûr, on espère signer d'autres projets à l'international. Là, par exemple, j'ai mon équipe commerciale qui est en Angleterre pour participer à des événements cette semaine. Je pars moi, au Brésil la semaine prochaine pour rencontrer des clients. Donc, on passe beaucoup de temps au niveau du développement international et on a des belles perspectives de projets sur l'année 2025. Je ne reviens pas sur le financement, ça ne fait que résumer ce que je disais. Donc là, en ce moment, on parle de cette tranche de 350K ici sur la plateforme crowdfunding WeSeed. On a prévu dans la deuxième partie de l'année de lever 5 millions d'euros avec cette fois-ci plutôt des fonds
avec bien sûr une valorisation supérieure par rapport à la valorisation actuelle. Voilà très rapidement présenté, je ne vais pas aller plus loin parce que je vois qu'on a déjà passé une vingtaine de minutes à présenter. Je vais peut-être m'arrêter là, puis je vais peut-être répondre à des questions, à moins que, enfin, je ne sais pas s'il y a déjà des questions de ton côté, Thibaut. Tout à fait. Alors non, il y en a pas encore eu, mais en tout cas, enfin, voilà, c'est le moment de poser vos questions. Voilà, n'hésitez pas à les poser. François est aussi là pour ça. En tout cas, merci François pour la présentation. C'était concis, c'était clair. Moi, j'en ai quelques-unes à te poser. Le temps peut-être Oui, bien sûr. que les Ou alors je participants. peux, alors je peux peut-être encore passer rapidement. Je suis désolé, c'est en anglais, mais parce qu'on communique beaucoup en anglais, parce qu'on a des fonds maintenant, comme vous avez pu le voir, Delaware, c'est un fonds néerlandais et AgriFood Tech Venture, c'est un fonds allemand. Donc on communique beaucoup en anglais en interne. Nos objectifs 2025, tels que je les ai présentés à notre comité stratégique il y a quelques jours, c'est bah, les trois premiers sujets, ça c'est ce que je vais vous expliquer, c'est d'être capable de travailler sur les quatre piliers de l'agriculture régénératrice. Bah, c'est ce qu'on fait déjà, hein, donc, que ce soit pour la partie CO2, la partie santé des sols, la partie biodiversité et la partie utilisation de l'eau. L'eau, c'est le moins avancé aujourd'hui parce que c'est là où il y a le moins de données. C'est de faire ce qu'on appelle du land and expand, c'est-à-dire commencer par des projets pilotes avec de nouveaux agro-industriels ou des nouvelles coopératives, et puis souvent derrière étendre nos projets. Aujourd'hui, tous les projets qu'on a lancés sous forme de pilote, donc sous forme de land, ils ont tous été couronnés de succès. On a tous des expansions de ces projets en 2025, donc c'est plutôt très très positif. Notre troisième objectif, c'est de supporter nos partenaires qui sont des développeurs de projets carbone ou qui sont des sociétés de consulting qui nous aident à rentrer chez les agro-industriels, parce que quand on est une start-up comme Vaisi Farm de 25 personnes, c'est pas forcément toujours facile d'aller parler avec un Unilever ou un groupe Mars, mais on s'y emploie en tout cas. Notre quatrième objectif, c'est de financer notre croissance, bien sûr, on est là pour en parler aujourd'hui. On investit bien sûr dans l'équipe, on a des BSPCE qui sont en place, on fait de la formation, etc. Sur la partie RSE, donc c'est de lancer notre certification Bicorp. On a investi depuis pratiquement un an maintenant avec une consultante à temps partiel sur la partie RSE, et on va appuyer sur le bouton de la certification Bicorp a priori au mois d'avril ou mai dans ces eaux-là. En termes de développement international, c'est véritablement de lancer l'Allemagne. Comme je disais, on a ce fonds allemand qui investit chez nous. On a commencé à travailler avec le groupe BayWa. On doit normalement envoyer un VIE à partir du mois de mars en Allemagne et puis recruter en Allemagne un business developer. Au-delà de ça, on a des velléités de se développer au niveau international, par exemple également, alors pas avec cette levée de fonds-là bien sûr, mais dans le futur vers les États-Unis, parce que 50% de nos clients sont quand même des groupes américains. Et donc on se doit de pouvoir être capable de parler avec leurs headquarters qui sont généralement basés aux États-Unis. Le fil rouge de 2024 et de 2025, c'est de commencer non pas à utiliser de l'intelligence artificielle chez nous, parce que ça, on le fait déjà, mais plutôt d'intégrer l'intelligence artificielle à partir des données qui sont dans la plateforme pour sortir des recommandations en termes de changement de pratique des agriculteurs, changement de suivi, de suivi des émissions de gaz à effet de serre au niveau des agro-industriels. Donc, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est pas tellement du chat GPT, nous on travaille beaucoup plus sur la partie machine learning. Puis notre dernier objectif, c'est de s'améliorer encore au niveau finance administration. On a recruté à temps partiel également une directrice financière au mois de décembre. On est en train de passer sur des outils qui vont nous permettre de sortir des business plans beaucoup plus carrés pour pouvoir nous adresser au fonds d'ici à la levée de fonds de 2025. Voilà nos objectifs pour 2025. Je te laisse me poser les Très bien. premières questions Ouais, peut-être, Thibaut. tout à fait. Merci pour ce complément, c'est très clair. Euh, Peut-être, je sais que c'est un sujet qui intéresse toujours les investisseurs, les WISeeders. D'un point de vue financier aujourd'hui dans l'entreprise, on l'a vu sur ton graphe, vous avez atteint les 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur 2024, avec une trajectoire voilà, qui semble avec une croissance assez forte.
Qu'en est-il de la rentabilité aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes sur le chemin de la rentabilité au niveau de la société? Alors, c'est la question que me posent mes actionnaires, je ne vais pas dire tous les jours. Euh, L'objectif est de commencer à devenir, enfin, d'être cash flow positif sur le dernier trimestre 2025. De toute manière, par les temps qui courent, si on veut lever une série A fin 2025, il faut être capable de démontrer au fond qu'on est sur le chemin de la rentabilité ou pas loin de la rentabilité. Donc, on ne sera pas rentable sur l'ensemble de l'année 2025, mais on peut raisonnablement dire qu'on va commencer à devenir rentable sur la fin 2025. OK, très En tout clair. cas, c'est ce qui est inscrit dans le business plan et dans le budget 2025 que je suis en train de faire valider d'ici à la fin de cette semaine avec notre comité stratégique qui est constitué d'un représentant de We Like Startup, qui est le réseau qui a investi premièrement chez nous, qui est constitué d'un représentant de INSEAD Business Angel, d'un représentant de Impact Business Angel, et puis un censeur qui est le patron de We Like Startup. D'accord, très bien. Non, très clair à ce niveau-là, je vois c'est pour ça que je la pose, hein. Je sais que c'est une question qui est souvent posée. On a une question de Thibaut, qui nous demande, est-ce que vous pouvez est-ce que tu peux préciser le challenge que vous avez au niveau concurrentiel? Peut-être les concurrents que vous avez identifiés sur le marché qui ont des activités similaires ou voilà, ou qui pourraient vous prendre des parts de marché, quoi? Alors, nos principaux concurrents, c'est pas forcément des concurrents français. Bon, bien sûr, on a quelques concurrents français sur le marché français du label bas carbone. Par exemple, sur le label bas carbone, on était la première plateforme avec Maisy Carbone, on était la première plateforme à être certifiée sur le label bas carbone Grande Culture. Aujourd'hui, il y a, je crois, 3 ou 4 sociétés qui ont également une solution qui est certifiée. Mais nos principaux concurrents sont plutôt des concurrents au niveau international, donc c'est des concurrents soit européens. Je peux vous citer des sociétés comme Sol Capital, comme des Agrina, dont on entend pas mal parler actuellement, des sociétés comme iAgronome, qui est basé en Estonie. Donc Agrina, c'est danois. Sol Capital, c'est belge. Ensuite, on a des concurrents américains, comme par exemple Indigo, comme Rigro, etc. Euh, Ces gens-là sont positionnés. Alors, je disais tout à l'heure que nos gros différenciateurs, nous, c'est d'être capable d'aller utiliser de la donnée numérique plutôt que de la donnée déclarative. Ça, c'est clairement le principal différenciateur de MyZfarm. La deuxième différence, c'est que nous, on n'est pas lié à un standard. C'est-à-dire que ces sociétés-là font à la fois ils ont une plateforme qui n'est pas forcément aussi développée que la nôtre, mais surtout, ce qu'ils font, c'est leur principal modèle, c'est de vendre des crédits carbone. Enfin, c'est faire générer des crédits carbone par les agriculteurs et puis ensuite de les vendre sur le marché. Nous, notre marché, il est différent. Nous, on vend des abonnements à des coopératives ou à des agro-industriels pour leur permettre de générer ces crédits carbone ou ces primes d'agriculture régénératrice. Et donc, tous ces gens-là sont généralement liés soit à Vera, soit à Gold Standard, soit au label bas carbone. Nous, clairement, notre plateforme elle a été développée dès le départ pour être la plus ouverte possible, pour pouvoir s'adapter sur ces différents standards. C'est pour ça qu'au Brésil, on travaille sur Vera. En France, on travaille beaucoup sur le label bas carbone. On est sur le point de démarrer quelque chose sur Gold Standard. Et puis surtout, dans le domaine de l'agriculture régénératrice, pour l'instant, il n'y a pas encore de standard. Il y a un, il y a un groupe d'agro-industriels qui est en train de définir un standard et on commence à travailler. Le chef de file là-dessus, c'est Danone. Et on a justement commencé à travailler avec eux. Donc, on est plutôt bien positionné par rapport à ce genre de choses. Et puis surtout, pour un agro-industriel, le fait d'être capable de générer, enfin d'utiliser de la donnée numérique précise au niveau de l'agriculteur et non pas de la donnée déclarative, c'est un gros avantage parce que ça permet de prouver que ce pas des données qui sont complètement fausses. On n'est plus dans le sujet des crédits carbone qui sont au fin fond de l'Indonésie, là où il n'y a pas de forêt, etc. Parce que là, on est vraiment sur des sujets beaucoup plus locaux. Mais nous, on est encore beaucoup plus précis que ça parce qu'on est vraiment capable de s'appuyer sur les données des agriculteurs. Oui, c'est clair que c'est un gros élément différenciant, heu et qui paraît important effectivement si c'est juste basé sur du déclaratif, on voit vite les limites, du système. Hem, en complément, du coup, tu l'as précisé, d'un point de vue du business model,
Vous êtes en B2B, donc vous vendez des abonnements auprès des agro-industriels. Oui. Comment ça se passe? Enfin, quelle est votre relation, en fait, vous, entre votre produit et les agriculteurs en direct? Est-ce qu'ils ont quand même accès, à la plateforme pour eux suivre leur exploitation? Ou est-ce que c'est, visiblement enfin, finalement à travers les agro-industriels qui peuvent suivre l'évolution de leur exploitation? Non, c'est vraiment. Alors, les quelques vues d'écran que je vous ai partagées, c'était des vues d'écran d'agro-industriels. Bon, je n'ai pas eu le temps de faire une démo ici, mais les agriculteurs ont eux-mêmes accès à leurs propres données de leur exploitation pour comprendre comment ils évoluent d'une année sur l'autre. Alors, ce n'est pas forcément toujours eux. Alors, par défaut, ils ont accès à la plateforme, ils ont tous un abonnement, hein. Ça leur permet de saisir de l'information. Ceci dit, c'est parfois eux qui saisissent l'information, parfois c'est des conseillers agricoles. Donc ça peut être le conseiller de la coopérative, ça peut être des sociétés, par exemple, comme je citais par exemple tout à l'heure Biosphère. Donc Biosphère, par exemple, pour le compte du projet Mars, par exemple, est allé chez les agriculteurs pour leur donner des conseils agronomiques, d'une part, pour dire vous devriez évoluer comme ça dans le domaine de l'agriculture régénératrice, parce que leur métier, c'est faire de la formation, de l'accompagnement des agriculteurs. Donc, ils les ont aidés à saisir les données. Et les agriculteurs peuvent avoir de l'information par ce biais-là sur leur exploitation agricole. Oui, tout à fait. Et ce que j'ai oublié de dire également, c'est que ces projets-là, ce pas des projets sur un an. Généralement, c'est des projets sur lesquels on s'engage sur plusieurs années. Bon, par exemple, le projet Cristal Union que j'ai cité tout à l'heure, c'est un projet sur 5 ans. Donc, on a signé un projet avec Cristal Union sur 5 ans. Donc, on a un revenu, je ne vais pas dire assuré, mais on a un contrat sur 5 ans qui fait que tous les ans, on peut déjà, d'ores et déjà, facturer l'abonnement de l'année 2025. On démarre l'année 2025, au 1er janvier, on a démarré avec plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires qui est déjà soit réalisé, soit comptabilisé, soit voire même déjà payé en fait. Donc, bon, c'est bien de pouvoir démarrer avec un petit matelas comme ça, surtout que c'est pas juste sur 2025, c'est des projets sur plusieurs années en fait. Complètement, c'est vrai que c'est un business model qui offre de la visibilité, donc c'est appréciable. Hem, toujours dans ce enfin, dans la compréhension du produit, votre logiciel, il est fait pour, récupérer de la donnée sur tout type d'exploitation, finalement. Hem, Comment ça marche pour un agro-industriel? Est-ce qu'un enfin, n'importe quel agro-industriel qui utilise n'importe quel produit, de culture, est-ce qu'il peut utiliser la plateforme ou est-ce que vous devez, l'adapter, en fait, en fonction des besoins des cultures qui sont faites? Alors, au départ, nous, on est parti de ce qu'on appelle les grandes cultures, c'est-à-dire les céréales, le blé, le maïs, et cetera, les betteraves, et cetera. Donc, ce qu'on peut rencontrer, on va dire principalement en France. On a travaillé en 2024 sur des projets un peu différents sur les fruits, hein. J'ai cité par exemple tout à l'heure Andros. Je ne l'ai pas mentionné, mon travail également avec Materne. Donc là, c'est plutôt du suivi dans les vergers, c'est-à-dire quel type d'engrais on utilise, etc. On n'est pas à compter les oranges ou ce genre de choses, mais on a des projets potentiels, par exemple, sur le cacao au Brésil, par exemple, parce que vous savez que le cacao, maintenant, c'est une denrée rare et chère pour faire du chocolat. Et donc, on a des projets de ce type-là. On travaille également dans ce qu'on appelle les plantes à haute valeur ajoutée, donc les plantes à parfum notamment, hein. J'ai cité tout à l'heure Givaudan et Christian Dior, hein. Donc, le parfum, c'est fait avec deux choses. C'est fait avec des plantes à parfum et c'est fait avec de l'alcool d'ailleurs qui vient de chez Cristal Union. Cristal Union, mesdames, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous mettez du parfum, l'alcool qui a servi à faire qui sert à faire votre parfum, c'est fait à partir d'alcool de betterave. Alors, bien sûr, ça ne sent pas la betterave, ça sent le parfum qui est par-dessus. Donc, on travaille sur des sujets comme ça. Et donc là, les pratiques des agriculteurs sont bien différentes. La taille des exploitations est bien sûr bien différente. Givaudan qui travaille avec, alors c'est un nom qui n'est pas très connu, Givaudan, mais c'est le leader mondial de tout ce qui est parfum. C'est-à-dire le parfum de votre lessive, il a été fait par Givaudan, mais le parfum de Christian Dior, par exemple, il est fait par Givaudan, et puis derrière, effectivement, il y a le tampon Christian Dior qui est mis par-dessus. Voilà, donc on travaille sur ces domaines-là. On commence à travailler sur le domaine du lait avec Danone. On a signé un projet avec eux au mois de novembre l'année dernière. Là où on n'est pas encore tout de suite, c'est dans le domaine de l'élevage et dans le suivi de la production de viande, etc. On n'est pas encore sur ces sujets-là. On commence à avoir des demandes dans ce domaine-là,
mais clairement, on n'y est pas encore. Mais sans ça, virtuellement, on est à peu près sur tout type de culture et tout type de projet potentiel dans le domaine des agro-industriels. Ok, très clair, merci. L'élevage, c'est pour des raisons de difficultés techniques, c'est pour... C'est que historiquement, on vient du domaine des grandes cultures, parce que c'était mon expérience et on a commencé par ça. Le type de données qu'on utilise dans le domaine de l'élevage est quand même relativement différent des types de données qu'on peut utiliser dans la culture de la betterave, de la canne à sucre ou du blé ou du maïs. Donc, c'est d'autres types de données qu'il faut intégrer. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par le domaine et on a étendu graduellement, mais on n'est pas encore dans le domaine de l'élevage, mais ça fait partie des projets de 2025 et 2026. Ok, très bien, merci beaucoup. Une question que je me posais aussi tout à l'heure, au tout début de la présentation, tu parlais du coup, enfin, là où c'est avantageux aussi pour les agriculteurs de changer leurs pratiques, c'est de pouvoir avoir des primes, hein, finalement, s'ils prouvent qu'ils adoptent des nouvelles pratiques dans l'agriculture régénératrice. Est-ce que, enfin, on parle est-ce que c'est vraiment significatif pour eux du coup? Est-ce que c'est vraiment engageant pour les agriculteurs de s'engager dans ces pratiques-là et de recevoir ces primes de la part des agro-industriels? Enfin, en proportion, en fait, est-ce que tu as des chiffres là-dessus? Ah, ça peut représenter jusqu'à 15%. Alors, il y a des contrats de primes filières, ça, c'est les agro-industriels qui le gèrent. Ça peut représenter jusqu'à une dizaine ou une quinzaine de pourcents du chiffre d'affaires de l'agriculteur. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. En fait, j'ai parlé de deux choses en termes de rémunération. Il y a d'une part ce qu'on appelle les crédits carbone. Un crédit carbone, ce n'est pas tellement avec les agro-industriels, c'est plutôt justement avec des porteurs de projets carbone qui vont, avec l'agriculteur, générer des crédits carbone qui ensuite les vendent sur le marché à j'ai cité Air France, c'est peut-être un cas extrême, mais enfin en tout cas des sociétés qui veulent compenser leurs émissions de gaz résiduels en achetant des crédits carbone. Il faut savoir que le prix du crédit carbone aujourd'hui, il est de l'ordre net à l'agriculteur, il est d'ordre de, on va dire, 35 ou 40 euros la tonne, et qu'un agriculteur peut générer en moyenne à peu près un crédit carbone ou une tonne équivalent CO2 par an et par hectare. Une prime, euh, une prime filière, donc une prime, là cette fois-ci c'est sur une culture donnée, c'est quand même plus élevé que ça. Et puis surtout, ça respecte l'ensemble de la filière, c'est-à-dire que ça passe de l'agriculteur jusqu'à je ne vais pas dire son client final, parce que c'est nous les clients finaux quelque part, mais en tout cas au transformateur qui est Mars, BayWa, PepsiCo et autres en fait. Donc la croissance, elle viendra beaucoup plus, à mon sens, de l'agriculture régénératrice que du bas carbone, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, le bas carbone, enfin le prix de la tonne de carbone n'est pas encore suffisamment élevé pour rémunérer complètement l'agriculteur. Alors après, il est aussi incité à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à travers un petit peu la politique agricole commune, la PAC, les primes PAC, etc., qui vont à nouveau encore évoluer en 2027. Donc, il sera de plus en plus poussé à aller dans cette direction-là. Mais à mon sens, aujourd'hui, ce qui pousse le plus sur le marché, c'est l'agriculture régénératrice, parce que ça s'intéresse pas juste à la partie CO2, mais également à la partie biodiversité, qui devient aussi importante, voire plus importante que le CO2. On parle tous les jours de CO2 et de crédit carbone, mais on va voir apparaître très bientôt des crédits biodiversité. Et puis, bien sûr, le sujet de l'eau en agriculture, c'est un sujet super, super important dans le futur, notamment ici en Europe. En ce moment, je sais qu'on en a un peu trop, mais l'été, c'est souvent, on n'en a pas assez, en fait. Oui, complètement, complètement. Ça fait partie des sujets qui gravitent autour. Ben, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On a une question de Laurent. Je crois que c'est par rapport à la taille du marché potentiellement. Enfin, Laurent, n'hésite pas à parler dans le chat pour préciser, mais je pense que c'est ce qu'on avait mis sur la fiche projet de Mighty Farm en cours de collecte. C'était que la taille du marché en France correspond aux 18 millions d'hectares arables, donc soit à peu près un crédit carbone par an par hectare, avec un prix net du crédit carbone de 40 euros. Donc un marché théorique de 18 millions de crédit carbone et 720 millions d'euros annuels, ce qui représenterait un marché annuel potentiel de 18 millions en termes d'abonnement Maïsi Carbone.
Et Du ça, coup, c'est que le marché français et que le crédit carbone. Donc, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est en France, les agriculteurs qui sont concernés par des sujets comme l'agriculture régénératrice ou l'agriculture bas carbone, c'est en moyenne les exploitations de 100 hectares. Donc, c'est plutôt les grandes exploitations plutôt que les toutes petites exploitations. Des exploitations comme ça, il y en a quand même plus de 100 000 en France. Et la France représente 15% à peu près du marché européen, Europe de l'Ouest, je parle bien. Et après, vous pouvez multiplier ça par 3 ou 4 au niveau Europe globale et Amérique du Sud, Amérique du Nord. Le marché, il est relativement vaste sur le sujet. Et surtout, il faut compter le nombre de. Enfin, si vous suivez un peu la presse, si vous suivez un peu la presse sur le sujet, euh, vous verrez qu'en ce moment, il ne se passe pas une semaine sans qu'un groupe agro-industriel ne communique pas sur leur projet d'agriculture régénératrice. Alors, il y a un aspect, bien sûr, un peu greenwashing au départ, mais il y a une vraie réalité derrière ça. Et on est maintenant non plus dans des projets pilotes avec quelques dizaines d'exploitations agricoles. On est vraiment maintenant des projets par exemple, j'ai cité tout à l'heure le projet Cristal Union, hein, on parle de 150 000 hectares, de 9 000 agriculteurs embarqués dans la plateforme. Donc là, c'est des vrais projets à taille industrielle. On en est même aujourd'hui, là, je citais tout à l'heure rapidement comme référence Unilever. Unilever, donc c'est un groupe anglais, hein, à l'origine. Unilever a commencé des projets avec notre concurrent Rigro il y a 3 ans de ça, et ils ont décidé de passer sur notre plateforme. Donc là, c'est un projet qui a lieu à la fois en Pologne et en Angleterre. Mais c'est un projet qui est relativement un peu important pour nous et ça prouve bien que notre solution, d'un point de vue technique, tient tout à fait la route par rapport à d'autres solutions. On n'a pas du tout à rougir face à nos concurrents sur ce genre de choses. Et surtout, tous nos clients, alors je n'aurai peut-être pas le temps de les interviewer tous, mais moi, je pourrais vous faire interviewer la plupart des clients. Alors d'ailleurs, c'est une bonne remarque par rapport à ça. Vous avez le salon de l'agriculture, porte de Versailles, fin février. On intervient, on fait des conférences là-bas et on fera notamment une conférence avec Saint-Louis Sucre et puis avec la coopérative du Sud-Ouest qui s'appelle Euralis pour parler avec Euralis d'un projet d'agriculture bas carbone et avec Saint-Louis Sucre du projet d'agriculture régénératrice que je vous ai montré rapidement. Donc, nos clients sont prêts à témoigner, sont prêts à expliquer. Vous verrez aussi qu'on a un centre de communiqué de presse sur notre site, etc., où nos clients sont associés. Donc, on est fiers de nos clients et ils sont prêts à témoigner de l'utilisation de notre plateforme. parfait, merci François. Une question sous-jacente à celle que je t'ai posée juste avant par Laurent sur le marché, c'était la relation entre le marché de ces crédits qui représenterait 720 millions par an, et vous qui ciblez du coup un marché potentiel d'abonnement de 18 millions pour MyEasy Carbone. Donc la question en fait sous-jacente, c'était de savoir est-ce que vous visez 2,5% de part de marché sur ce marché de 720 millions ou est-ce que la relation venait de ce rapport-là venait d'autre part? Non, les chiffres que tu cites, Thibault, c'est uniquement sur le sujet du crédit carbone. Oui, tout à Si fait. on parle d'agriculture régénératrice, là, enfin, il y a eu des études de marché qui ont été publiées sur le sujet qui montrent qu'il y a effectivement actuellement une croissance très importante. Et là, on parle de mise en place de plusieurs milliards de dollars. Alors là, on parle de l'ensemble des choses, hein, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la vente d'engrais moins carbonés, etc., etc. Mais le marché, il est relativement énorme. Et là, nous, on ne parle pas à ce moment-là d'agriculteurs, on parle bien de groupes agro-industriels. Par exemple, c'est pour ça que on va au mois de mars aux États-Unis au salon Regenac Summit à Chicago parce que c'est le siège des principaux groupes agro-industriels américains. Et là-bas, on va pouvoir discuter avec les sièges de PepsiCo, avec Mars, etc., qui sont là-bas. Ok, super. Super, je pense que ça répond bien à la question. On a une autre double question. La première, donc je pense, voilà, c'est quelqu'un qui a raté le début du live, mais est-ce que François, tu peux
nous réexpliquer un peu le profil de l'équipe dirigeante qui est en soi composée surtout de toi qui a fondé l'entreprise et surtout quelles sont tes expériences et ton expertise dans le domaine, quoi. D'accord. Alors, comme je disais, j'ai une grosse expérience dans le domaine de l'informatique et dans l'utilisation des données en informatique. Alors, je ne suis pas développeur, hein, j'étais plutôt dans le marketing et dans le commercial ou dans la direction. J'ai déjà monté une start-up auparavant. Euh, et j'ai effectivement une famille historiquement qui est dans le domaine du matériel agricole. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette idée de monter une plateforme autour de, on va appeler ça l'agriculture 4.0. Ensuite, je n'ai pas développé ça tout seul, hein. Je me suis associé dès le départ, depuis le début d'ailleurs, avec Ivan Kolomiets, qui est donc le directeur technique de Maizy Farm. Il est russe. Il a commencé à travailler en Russie. Il a émigré en France. Vous savez qu'on est en conflit avec la Russie. Il a émigré en France il y a un peu plus de 2 ans. Il parle français maintenant. Et c'est lui qui dirige l'ensemble de l'équipe technique. Donc là, c'est une équipe de développeurs, hein. Je veux dire, leur bureau, c'est un peu la grotte. C'est là où on développe. Et là, c'est vraiment, on a une équipe de développeurs qui est vraiment très très pointue. On n'a pas de petits jeunes, mais on a vraiment des gens qui sont expérimentés. Je me suis associé également avec Christophe Zollner, qui est notre directeur commercial, qui a une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la vente auprès des agro-industriels. Il a travaillé dans différentes startups auparavant. J'ai également un directeur marketing. Donc, toutes ces personnes-là sont des personnes qui travaillent à temps complet chez Maizy Farm. Au total, on est 26 personnes. Et au-dessus de ça, donc, depuis début 2024, on a maintenant une personne qui travaille sur les ressources humaines à temps partiel, une personne qui travaille à temps partiel également sur la partie RSE, et puis depuis fin 2024, une directrice financière à temps partiel. Parce que, comme vous l'avez compris, moi je suis ingénieur, donc je ne suis pas financier. Donc pour l'instant, je sortais encore des business plans à la mode Excel, etc. Donc là, ma directrice financière est en train de me remettre tout ça au carré pour pouvoir justement parler avec des fonds dans le cadre de la série A. Parfait, je pense que ça répond parfaitement à la question. Une autre question de la même personne, plutôt niveau marché cible. Hem, Est-ce que l'Afrique, fait partie de vos futurs marchés cibles? Et si c'est pas le cas, pourquoi? Alors, on travaille déjà en Afrique du Sud. J'ai cité le projet avec la société Anthesis, qui est un gros porteur de projets bas carbone. On a commencé avec eux un projet en Afrique du Sud, c'était mi-2024. Euh, on travaille sur différents autres pays. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore vu d'autres projets dans le domaine de l'Afrique. Pourquoi? Parce que on a besoin de données assez précises et ça dépend également des partenaires qui sont disponibles. Alors, je n'ai pas cité tout à l'heure, mais on est en train par exemple, le projet Unilever que j'ai cité tout à l'heure avec les Anglais, en fait, ça nous est apporté par un partenaire qui s'appelle Livelihoods. Livelihoods, c'est un fonds que vous irez voir éventuellement. Livelihoods, c'est un fonds qui est détenu par Danone, SAP, Schneider Electric, etc., qui aide les pays, on va dire, plutôt en voie de développement à avoir une agriculture plus durable. Et Livelihoods nous embarque pour l'instant sur des projets en Amérique latine, pas simplement au Brésil, mais il prévoit le cas échéant nous embarquer sur des projets en Inde et probablement également en Afrique, pardon, pas en Afrique du Sud justement. Donc pour l'instant, on ne travaille pas encore en dehors de l'Afrique du Sud en Afrique, mais il y a fort à parier qu'on aura des projets de ce type-là dans les années qui viennent. Je vous invite à aller voir Livelihoods Venture, c'est ce fonds là avec lequel on travaille en termes de partenariat. Super, merci pour ta réponse. Il y a encore 2 questions, donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne ces deux questions-là, et puis ensuite, on va pas tarder à clôturer ce live. Mais sachez que vous aurez tous, accès au replay sur la fiche projet de Maizy Farm sur WeSeed. Et puis bien sûr, l'espace commentaire est toujours ouvert aussi sur la fiche projet sur WeSeed. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à cet endroit-là. François, il répond toujours très rapidement. Donc
une des dernières questions qu'on a, c'est sur les fonds non dilutifs attendus. Je crois que tu avais partagé une slide sur ça tout à l'heure, mais peut-être que tu peux un peu développer. Tout à fait. Alors, l'année dernière, pour prendre 2024, on a obtenu, de mémoire, 300 cas de prêts post-investissement de la part de la BPI. On avait aussi un projet France 2030 régional pour lequel on a touché, je crois, une centaine de cas sur l'année 2024. On a monté un dossier, ça s'appelle un dossier IDEMO régional. Euh, on l'a monté au mois d'octobre auprès de la BPI. L'objectif, c'est d'essayer d'obtenir 600 cas de subvention pour le développement justement des sujets d'intelligence artificielle, en partenariat avec l'Université Reims-Champagne-Ardenne et avec Cristal Lyon, justement. Donc, le dossier a été déposé au mois d'octobre l'année dernière. Euh, et euh, on attend un retour de la BPI pour le mois de mars ou le mois d'avril. Bon, sachant que vous connaissez les états des finances de l'État français, donc on ne sait pas si on va pouvoir obtenir ce genre de choses. C'est un projet qui a été labellisé par un pôle de compétitivité, etc. Donc c'est d'ailleurs même la BPI qui nous avait conseillé de monter ce dossier. Donc potentiellement, on pourrait obtenir des fonds non dilutifs de 600K sous forme de subvention sur 2 ans. Le fait de relever des fonds sur la fin 2024 et puis sur le début 2025, ça va nous permettre de retourner à la BPI pour obtenir à nouveau des prêts. Et puis les banques, on est arrivé au remboursement, on a pratiquement terminé de rembourser nos prêts PGE, etc. Donc les banques vont être à nouveau capables de nous accompagner à travers de nouveaux prêts. Donc bien sûr que je cherche en tant qu'actionnaire également à essayer d'aller chercher un maximum de fonds non dilutifs sur le marché pour garder de la valeur à la société, pour pouvoir nous développer. Tout ça, bien sûr, dans la perspective également de devenir rentable à partir de la fin d'année 2025. Et donc, ces fonds non dilutifs sont surtout utilisés pour continuer à faire le développement international de la société, en fait. Très clair, effectivement, enfin, quand vous serez sur la trajectoire de la rentabilité, même quand vous l'aurez dépassé, ce sera d'autant plus facile de trouver, je pense, du non dilutif. Il y a une question qui est reliée à ça, qui est, c'est vrai que c'est une question, intéressante, qui est souvent posée, c'est les perspectives de sortie, pour les WeSeeders et à quelle échéance? Alors quelle échéance, c'est toujours compliqué à prévoir, mais en tout cas, comment tu vois peut-être la sortie, des WeSeeders dans le futur sur peut-être quel type de d'investisseurs ou de professionnels pourraient, sortir une participation comme la nôtre? La première bonne nouvelle avant de répondre à la question, c'est que vous avez la capacité aujourd'hui d'investir avec un prix par action de 29,86 €, qui est le prix auquel les investisseurs du mois de mars 2024 ont investi. Donc, vous bénéficiez du même prix depuis pratiquement un an sur le prix de l'action. Par contre, ça sera la dernière fois qu'on va faire ce genre de choses, puisqu'on va faire rentrer des fonds à partir de la deuxième partie de l'année 2025 avec des valeurs même bien plus élevées en termes de série A. Donc, je ne veux pas dire que les fonds qui vont investir chez Maisy Farm vont investir avec la perspective de faire sortir tous les gens qui sont rentrés avant. Mais l'objectif, c'est de donner de la valeur à la société, donner de la valeur pour pouvoir à terme sortir. Alors, les types de sorties, lesquelles sont-elles? Soit effectivement, on aura des concurrents à un moment donné qui pourraient être des concurrents américains, par exemple, qui, eux, ont levé des fonds. Je parlais tout à l'heure de la société Rigro, par exemple. La société Rigro a levé 70 millions de dollars, par exemple. Donc, la société Agrina, dont j'ai parlé tout à l'heure au Danemark, ils ont levé 60 millions d'euros. Donc, c'est des gens qui ont des fonds. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient levé ces fonds-là pour acheter des sociétés comme les nôtres, mais c'est une possibilité. Probablement que la sortie, ce sera plus à travers des groupes comme Bayer, BASF, etc., qui commencent à s'intéresser à ces sujets-là, ou par des gros acteurs nord-américains, voire même brésiliens. Par exemple, j'ai quelques noms en tête comme ça, qui ne sont pas encore présents sur ce marché européen.
parce qu'aujourd'hui, on a effectivement quand même plus une étiquette européenne que mondiale. Donc, ils peuvent être intéressés pour rentrer sur le marché en acquérant une société comme la nôtre. Donc, moi, c'est plutôt ce genre de sortie que je vois. On est également intéressé par les fabricants de matériel agricole. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on était relativement proche des fabricants de matériel agricole. Ces gens-là ont des fonds. Si vous suivez un peu l'activité dans le domaine, vous verrez qu'ils investissent pas mal dans des startups actuellement. Ils commencent à se rendre compte que le matériel agricole, c'est une source de données pour, euh, pour générer du crédit carbone, des primes filières, etc. Donc, ils se disent que c'est peut-être le moment de regarder également des startups de ce type-là. Donc, ils commencent à également investir, alors je ne dis pas acheter, mais investir dans des startups comme les nôtres. Donc, typiquement, c'est plutôt, moi, la sortie, je la vois plutôt par des groupes de ce type-là. Parfait, merci pour la précision. Et du coup, la dernière question qui est posée par Laurent, c'est l'évolution du nombre de salariés pour bah, livrer le business plan qui est prévu. Alors, en fait, voilà, je pense que c'est une question aussi sur les futurs recrutements. Comment ça va se passer? Comment ça a été imaginé chez Maïs Farm? Alors, on a pas mal investi dans l'équipe à partir de jusqu'à au mois de septembre 2023. Entre septembre 2023 et puis maintenant, l'équipe était à peu près stable à une ou deux personnes près, ce qui nous a permis de capitaliser sur l'équipe avec une équipe stable, hein. On n'a pas beaucoup de mouvement dans l'équipe. On a une équipe qui est motivée, qu'on cherche à motiver. Donc là, pour l'instant, on travaille plutôt à équipe à peu près constante. Très clairement, sur 2025, j'ai parlé tout à l'heure d'un VIE en Allemagne, mais ça, il est financé à 100% parce qu'on est France 2030 et parce qu'on a une assurance prospection, donc ça ne nous coûte rien. On va probablement, dans un deuxième temps, recruter un business développeur allemand parce qu'en Allemagne, il faut avoir une personne en Allemagne et il faut avoir une filiale en Allemagne pour faire du business. Donc ça, c'est le principal recrutement qui est à l'ordre du jour sur l'année 2025. En dehors de ça, pour l'instant, on continue à travailler à effectif pratiquement constant tant qu'on n'aura pas levé cette série A. Le fait de lever une série A nous permettra à ce moment-là de voir plus clair et de pouvoir réinvestir dans l'équipe. Mais aujourd'hui, clairement, on travaille pratiquement à effectif constant. Je ne dis pas qu'on ne sera pas, et je vous ai cité sur 2024 le fait qu'on avait travaillé avec des personnes à temps partiel. On continue à travailler avec ces personnes-là, mais uniquement à temps partiel. Donc, on va être à peu près à effectif constant jusqu'au, on va dire, au quatrième trimestre 2025. Au-delà, effectivement, on rembauchera probablement des équipes principalement sales, en fait. Oui, c'est ça, parce que je suppose que enfin, la plateforme, elle est en place, donc il y a sûrement des améliorations continues à faire sur la plateforme niveau IT, mais le gros du développement va provenir de la force commerciale, quoi. Tout à fait. Après, Parfait. là, et juste le dernier point au niveau R&D, le principal sujet sur lequel on va investir véritablement, c'est la partie intelligence artificielle. Mais on a déjà commencé à travailler sur le sujet. Parfait. Merci beaucoup, François. Ben, je pense que qu'on va s'arrêter là pour les questions. Il y en a pas d'autres pour le moment. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live jusqu'au bout, d'avoir posé toutes ces questions. Si vous voulez rejoindre le financement de Maisy Farm, du coup, bah, c'est en ce moment sur la plateforme, sur wicid.com. Vous avez la collecte qui est en cours. C'est voilà, c'est le moment de venir investir dans, dans la société. Euh, si vous voulez soutenir ce projet-là, soutenir des méthodes de pouvoir développer l'agriculture régénératrice en France et à l'international. Si vous avez des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, auxquelles on n'a pas répondu ici, n'hésitez pas à les poser sur la fiche projet en ligne. Et puis, vous aurez accès au replay, bien sûr, sur la fiche projet. Donc voilà, merci à tous pour avoir participé. François, je vais te laisser du coup le dernier mot pour ce live. Eh ben, merci encore pour votre intérêt pour Mazifarm. Je compte sur vous pour vos investissements pour arriver à nous développer au niveau international sur l'agriculture régénératrice, donc quelque part pour aider les agriculteurs à travailler de manière beaucoup plus sustainable. Je ne trouve pas le mot en français là tout de suite. Euh,
Je vous donne également rendez-vous le cas échéant à l'occasion du Salon de l'agriculture, soit à l'occasion de la conférence dont je parlais qui aura lieu le jeudi. Alors, je n'ai pas la date comme ça tout à fait sous les yeux. Soit je pense on organisera un live le dimanche 23 sur le salon de l'agriculture. Vous pourrez venir me rencontrer les équipes et parler directement avec les équipes, voir la plateforme si certains d'entre vous sont intéressés. Mais on postera tout ça, bien sûr, sur la plateforme WeSeed d'ici là. Parfait. Merci François, merci à tous. Bonne soirée et à très vite. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.